Bien, bonjour à tous. À la suite de l'introduction au cours de la semaine dernière, où je vous ai exposé à toutes fins utiles la distinction de 4 types de discours, vous avez été nombreux à me demander de continuer dans cette voie et à proposer d'autres outils et analyses linguistiques susceptibles d'être exploités dans le contexte actuel. Je n'ignore pas cependant qu'il est possible que votre désir de savoir sur ces questions en relation avec l'actualité se soit déjà un peu tari par rapport à la semaine dernière. L'avalanche de commentaires, l'interminable flot de paroles au sujet de Daesh, du terrorisme, de l'islamisme, du djihadisme, a fini par en exaspérer plus d'un. Et il est assez naturel, au fond, que vous ressentiez l'envie de parler et d'entendre parler de n'importe quoi, sauf de ces épouvantables et irritants événements du 13 novembre. À cela s'ajoute le fait que la vie contemporaine est dramatiquement indexée sur un présent très étroit. Tout cela date de plus de 10 jours, c'est déjà du passé, nous sommes passés à autre chose ou nous avons besoin de le faire. Je ne commenterai pas le contraste saisissant qui existe entre notre monde actuel, où l'empan temporel de ce qui existe se compte en jours, et l'irruption dans nos vies d'une idéologie qui se vit dans la continuité de pratiques médiévales de l'islam. J'espère donc ne pas vous ennuyer en revenant sur ces faits et sur les paroles ou actes symboliques qu'ils ont suscités. En tout état de cause, si je sens que cela ne vous intéresse plus, je n'insisterai pas et reprendrai le format habituel du cours en laissant tomber ces 10 minutes consacrées à l'actualité. Parmi donc les questions qui m'ont été posées la semaine dernière, je traiterai aujourd'hui celle de l'ambiguïté de certains symboles qui apparaissent sous une forme visuelle ou sous une forme langagière dans des formules ou des slogans. Je limiterai mon propos à 3 cas exemplaires, le drapeau français, le Bataclan et la terrasse. L'idée directrice de mon exposé sera la suivante. Il semble préférable, chaque fois qu'il est possible de le faire, d'éviter certaines ambiguïtés. Et le drapeau français, le slogan « Je suis en terre », l'affichage, d'une génération Bataclan en sont des exemples. Lorsque les ambiguïtés ne sont pas clairement levées par le contexte, quand elles véhiculent deux idées ou 2 messages contradictoires et quand la contradiction transmise est relative aux clivages sociaux qui menacent aujourd'hui la société française. Commençons par le cas qui est sans doute le plus simple, celui du drapeau français. Je pense en particulier à l'ambiguïté de l'utilisation du drapeau français comme trame de fond d'une photo de profil Facebook, dispositif utilisé par de nombreuses personnes tout simplement parce que l'application Facebook la proposait. Une étudiante disait la semaine dernière qu'elle se sentait un peu gênée par l'idée de modifier ainsi sa page Facebook, tout en comprenant bien que d'autres le fassent, mais sans saisir vraiment d'où cette sorte de gêne chez elle pouvait bien provenir. Je vais tâcher de vous proposer une explication qui vaudra pour le cas particulier des réseaux sociaux, mais aussi au-delà pour tous les usages envisageables du drapeau français, dans le cadre d'un message ou d'une manifestation symbolique destiné à prendre position par rapport aux événements du 13 novembre. Le drapeau français, comme tout drapeau d'ailleurs, est un signifiant susceptible d'être associé à 2 grands types de signifiés ou de significations. D'une part, avec, disons, une forme de neutralité, le drapeau français renvoie à un sens non marqué, large, extensif de l'identité française. D'autre part, le même drapeau renvoie à un sens marqué, étroit, restrictif de la même identité. Il s'agit là d'un clivage bien repéré dans la société française qui se traduit par le fait qu'un certain nombre de nos contemporains éprouvent le besoin de définir un prototype de l'identité française qui exclut certaines mœurs ou certains modes de vie, dont en particulier ceux qui sont liés à la pratique de l'islam. Il ne m'appartient pas, bien sûr, de prendre position sur ce clivage, qui connaît d'ailleurs toutes sortes de nuances plus ou moins subtiles, mais simplement de constater qu'un seul et même symbole est susceptible d'interprétations très différentes, bien qu'elles ne soient pas entièrement dissociées, ce qui est, comme on l'a vu dans les cours précédents, caractéristique de ce qu'on appelle la polysémie. On peut donc être amené à se reconnaître dans le drapeau français pour des raisons très différentes. Soit pour manifester son attachement à un art de vivre spécifique mais assez ouvert, qui inclut notamment une ouverture a priori inconditionnelle à d'autres cultures, soit pour manifester son attachement à un art de vivre plus spécifique, éventuellement ouvert aux relations interculturelles, mais à condition
que ces contacts n'altèrent pas une sorte de socle identitaire qu'il est souvent difficile de définir avec précision, bien qu'ils correspondent chez certains à un sentiment réel de menace et d'inquiétude. Pour le formuler d'une manière caricaturale, le bobo ayant une sensibilité de gauche plus ou moins consciente ou assumée ne veut certainement pas dire la même chose que le militant du Front National lorsqu'il présente sa photo de profil Facebook sur un fond de drapeau français. Et bien sûr, cette ambiguïté n'existe pas quand le même symbole du drapeau est utilisé à l'étranger, par exemple, comme on l'a vu pour éclairer certains monuments. Car dans ce cas, l'ambiguïté entre l'identité neutre et l'identité identitaire ou chauvine, si l'on veut, est évidemment levée. Si l'on veut utiliser un symbole pour signifier le fait qu'on se sent concerné par ce qui arrive, il est donc préférable, si l'on est français, d'éviter le drapeau français forcément ambigu. Mieux vaut utiliser dans ce cas le symbole Peace and Love, transformé par une incrustation de la Tour Eiffel, qui présente l'avantage de ne pas véhiculer d'ambiguïté massive et qui a par ailleurs le mérite d'être une trouvaille au fond assez astucieuse. Bien sûr, ce symbole lui-même est chargé d'une signification, en l'occurrence de la signification, disons, pacifisme, puisque, je le rappelle, il a été utilisé dans les années 60 par le mouvement hippie pour s'opposer à la guerre du Vietnam. Mais il avait été créé à l'origine pour protester contre l'armement nucléaire. Ce symbole est par conséquent difficilement compatible avec l'orientation guerrière de la plupart des discours qu'on entend aujourd'hui. Je vous renvoie sur ce point à ce que je disais hier sur le mot guerre, tandis que, évidemment, le drapeau français, lui, est parfaitement cohérent avec une rhétorique martiale. Passons maintenant à la terrasse. L'ambiguïté est ici d'un autre ordre. Le slogan « Je suis terrasse » renvoie bien sûr à un autre slogan « Je suis Charlie ». Il y aurait toutes sortes de choses à dire sur la structure de ce slogan, et en particulier sur l'emploi du « je » générique. Mais je limiterai mes remarques aux deux points suivants. D'une part, le problème que pose la création et le développement d'un slogan pour rendre compte du contexte actuel. D'autre part, l'ambiguïté elle-même. Sur le premier point, on comprend bien le caractère irritant de la sloganisation, si j'ose dire, de toute situation, aussi dramatique soit-elle, ce processus conduisant à transformer un drame en une sorte de produit qui procède d'une démarche de marketing. La création et le succès d'un slogan sont des phénomènes collectifs, qui relèvent donc d'une forme de cognition sociale et se traduisent par une identification de masse sur un objet symbolique, en l'occurrence ici une formule. Le problème principal, outre la critique générale du slogan, qui est presque toujours une manipulation et en outre fondée sur une réduction, un appauvrissement de signification, au sens où les mots dans ce cas perdent leur signification et leur épaisseur propre pour devenir une formule passe-partout. Le problème principal, donc, c'est que tout cela ressemble à une opération de communication qui est exactement de la même nature que celle constituée par les attentats eux-mêmes, qui ont en partie cette fonction de faire connaître la marque Daesh. Bien sûr, dans le cas de « Je suis terrasse », il n'y a pas à proprement parler de manipulation ni d'opération de communication, puisque ce genre de procédé suppose un auteur identifié, une instance à qui bénéficie l'opération, comme dans le cas d'une entreprise qui fait de la publicité pour vendre un produit. Mais il demeure que la forme du slogan renvoie immédiatement au processus de communication publicitaire et à tout ce qu'il véhicule d'exaspérant, ce qui explique que de nombreuses personnes refusent d'y adhérer, tandis que d'autres, sans doute sensibles à l'aspect communautaire, voire communiel du phénomène, répondent à cet appel où ils se reconnaissent. En un mot, tout cela renvoie au complexe de signification qui circule entre les mots communication, communauté et communion. Quant à l'ambiguïté de ce slogan, elle provient bien sûr du décalage entre la signification littérale de la formule « je suis en terrasse », c'est-à-dire « je suis tranquillement assis à boire un verre en bavardant avec des amis », et la signification, disons, militante de la formule qui se veut un acte de résistance, pour employer un mot lui aussi devenu imprononçable tant il a été galvaudé. Ainsi, pour prendre l'illustration la plus caricaturale, Paris Match titrait le 17 novembre, je cite, «
Paris entre en résistance, je suis en terrasse. Et il ne s'agissait pas de second degré, évidemment. Je n'insisterai pas car le problème est évident, il y a un décalage insupportable entre le dilettantisme véhiculé par le sens littéral du slogan et ce qu'il prétend véhiculer comme réaction aux attentats terroristes, même s'il est vrai que d'une certaine façon la terrasse de café fait partie du mode de vie occidental stigmatisé par les extrémistes. Je termine rapidement avec le cas de la génération Bataclan. Là aussi, la mise en circulation de cette expression présente les aspects dérisoires de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une opération de marketing. Ici, l'ambiguïté principale vient du fait que cette expression opère une sélection parmi les victimes. L'expression Génération Bataclan, même si elle se veut intégrante, exclut par sa dénomination, d'une part les victimes qui n'étaient pas présentes au Bataclan et d'autre part les victimes qui n'appartiennent pas à la tranche générationnelle visée, qui est caractérisée par le quotidien Libération par la série d'adjectifs, je cite, jeune, festif, ouvert, cosmopolite. Bon, il n'y a pas besoin ici d'un cours de linguistique pour comprendre que ce recadrage sur une toute petite partie de la population accentue un clivage social déjà trop marqué dans notre pays. Je dirais, pour conclure donc, qu'il est préférable d'éviter ces manifestations symboliques trop ambiguës pour être vraiment efficaces, ou encore qui ont des effets collatéraux assez destructeurs, au fond, en termes de liens sociaux, alors qu'elles voudraient susciter le rassemblement. D'une manière plus générale, je ne saurais trop vous enjoindre à la plus grande méfiance lorsque vous êtes confronté à des expressions linguistiques qui sentent l'opération de communication, qu'elles soient publicitaires ou clairement politiques. Il y a trop de pièges subtils et invisibles du prêt-à-penser pour accepter de se laisser berner quand les ficelles sont tellement grosses qu'on pourrait s'y pendre.